Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'auditorium Germaine Tillon. Merci d'avoir bravé le vent et la tempête. Je suis sorti tout à l'heure. Effectivement, c'est très impressionnant quand on est à l'entrée du J4 de ne pas s'envoler. Mais bon, là, on va vous proposer un autre envol qui est celui de la pensée. Et puisqu'on est dans cette conférence sur Pensée du monde, sur l'avenir des frontières, et donc ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous Milad Douehi, qui donc est professeur à Paris-Sorbonne Université d'une nouvelle chaire qui a été créée, d'une notion, je pense qu'il développera au cours de son intervention, qui s'appelle l'humanisme numérique. Et donc, pour discuter en écho à sa conférence, donc Michel Fouché, géographe, grand spécialiste des frontières, qui a fait la première conférence de ce cycle Pensée du monde, donc ouvrira le débat qu'on prolongera ensuite avec vous. Pensez à éteindre vos téléphones portables si ce n'est déjà fait, puisque François Mourin-Provençal enregistre nos rencontres qui sont ensuite diffusées sur le net et qui permettent à ceux qui n'ont pas bravé la tempête après coup de pouvoir écouter la conférence. Mais quand même pas, c'est quand même bien mieux d'être parmi nous. Bonne soirée et bonne écoute. Merci beaucoup Thierry, merci Michel à la fois pour l'invitation et la présentation. Je vais essayer de traiter le sujet que j'avais donné comme titre à mon intervention, la question des frontières, comment elles se posent entre terre et mer dans le cadre de la culture numérique. Mais avant d'entrer dans le fond du sujet, j'aimerais juste vous donner quelques observations, quelques remarques pour mieux situer le contexte dans lequel j'essaie de penser et réfléchir avec ce que le numérique fait aujourd'hui vis-à-vis de cette question. Pour mieux peut-être préciser cette dimension-là, j'aimerais rappeler quand même qu'il y avait une période, on a eu énormément d'études assez importantes quand même, consacrées à la culture numérique ou au numérique tout court, qui avaient beaucoup insisté à l'époque sur la dimension temporelle, sur l'accélération, la vitesse, la rapidité d'un côté ou de l'autre, la dimension de l'immédiat, de l'instantané et du flux, ce qui est absolument essentiel. Il m'a semblé à un certain moment qu'il était important, je n'étais pas le seul évidemment, d'essayer de penser le rapport avec le numérique et la question spatiale et l'espace. Et c'était mon point de départ de cette réflexion qui aujourd'hui m'amène à penser au-delà juste du statut de l'individu vis-à-vis de cette dimension spatiale telle qu'elle est reconfigurée par le numérique, d'essayer de penser et réfléchir à la question de frontières. Pour vous donner une illustration un peu plus précis, je vais me permettre un petit exemple, puis après on va passer aux questions des frontières. Pour mieux peut-être saisir un petit peu l'importance du statut, du positionnement du corps et de la manière dont ce statut du corps peut être valorisant d'une manière très très particulière dans une culture, une civilisation, je vais évoquer un petit récit qui est arrivé à un grand ethnologue français, Marcel Mauss. Lors de son premier voyage aux États-Unis, il tombe malade, il est à l'hôpital à New York, et étant ethnologue comme il était, il ne pouvait pas ne pas observer tout ce qui était autour de lui. Il se trouve qu'il était très très frappé par le fait qu'il reconnaissait la façon dont les infirmières new-yorkaises marchaient dans les couloirs. Et puis la première chose qui lui vint à l'esprit, il dit, elles marchent comme les Parisiennes. Puis il dit, non, c'est pas possible, elles n'ont jamais été à Paris. Puis après, il dit, c'est peut-être les Parisiennes qui marchent comme les New-Yorkaises. Et là, il a une première intuition qui lui dit, ben, peut-être que j'ai peut-être quelque chose qui peut expliquer ce phénomène. C'est peut-être à travers le cinéma américain qu'il a une modification implicite, inconsciente du comportement du corps. Et de là, il fait un saut beaucoup plus intéressant, que la technique peut modifier la façon dont le corps se porte, se comporte dans une civilisation. Et de là, il dit, je vais faire un petit test très très rapide, comparer deux grandes civilisations pour essayer de voir si cette intuition, cette hypothèse a un certain sens. Il dit, je vais comparer une civilisation avec la chaise, une civilisation sans la chaise, la Chine et l'Inde. Et là, évidemment, c'est frappant. Et la conclusion dont il tire, que la position du corps avec son rapport avec l'espace est importante et parfois même déterminante pour la production culturelle de cette civilisation. Il m'a semblé, en réfléchissant sur cette dimension spatiale, qu'en fait, on avait commencé avec la culture numérique comme une culture assise.
Moi, je suis assez vieux, je me rappelle les grosses machines avec les cartes performées, on était obligé d'être dans une chaise, même le clavier était énorme. Aujourd'hui, on est dans la mobilité totale et la transitivité entre les objets et les supports numériques. Et dans cette transformation, il y a quelque chose qui a changé. Non pas seulement le statut de l'individu et de son corps, mais aussi certaines notions des frontières entre le privé, entre le professionnel, entre l'espace public, et ainsi de suite. Et au-delà de là, on pourra effectivement insister sur beaucoup de conséquences qui sont associées à cette mutation. Alors voilà, c'est un petit peu dans ce cadre à la fois anthropologique, ethnologique, que j'ai un petit regard sur la notion des frontières. Mais pour aller un peu plus loin, maintenant, entrer dans le fond du sujet, on avait célébré au début d'Internet la disparition des frontières. C'était le discours utopique qui nous dit qu'il y a une libre circulation de l'information, il n'y a aucune frontière, aucun obstacle, on peut visiter n'importe quel site, sauf dans quelques cas où il y a de la censure. C'était peut-être un peu la Chine, peut-être un peu certains pays du Golfe arabe, mais ce n'était pas l'essentiel. Il n'y avait aucune présence du territoire qui reprenait les frontières classiques conventionnelles. C'était peut-être l'époque utopique qui n'a pas duré très très longtemps. Aujourd'hui, je dirais, il y a un retour extrêmement puissant de territorial, mais ce qui est peut-être plus important, c'est ne pas seulement de constater ce retour, mais essayer à la fois de le décrire de façon un peu plus précise et d'essayer de comprendre comment il a réussi à retourner et devenir assez déterminant. Il y a une première dimension qui est un peu technique, mais je ne vais pas en dire beaucoup de choses, c'est qu'il y a un système qui s'appelle le système de nom de domaine, c'est-à-dire .fr désigne le territoire français dans une façon virtuelle, .de l'Allemagne, etc. Alors si vous regardez de près, le nom de domaine le moins utilisé du monde, c'est .us pour les États-Unis. C'est 0,02% des noms de domaine. Ça nous dit quelque chose, c'est-à-dire là où cette notion a été inventée, ce concept de partage de la représentation informatique de l'espace géopolitique n'a pas été appliqué dans le cas des États-Unis. On y reviendra. Mais au-delà de là, après cette première configuration de cet espace qui est à la fois technique et qui aujourd'hui donne lieu à des débats très très importants, mais si on a le temps, je vais y revenir. Aujourd'hui, je dirais que on est dans une phase qui est au moins double, avec le retour du territorial et des frontières. La première, c'est que depuis 4 ou 5 ans, on a découvert qu'on a accès à des données qui n'étaient pas disponibles dans le passé et qui sont déterminantes à la fois pour la dimension géographique et surtout pour les usages par les plateformes et les grands acteurs de l'informatique et de l'industrie numérique pour déterminer ce qu'ils nous rendent accessibles. Ce sont les données de géolocalisation. C'est entre la convergence des réseaux cellulaires et le réseau Internet que tout a été modifié et a basculé d'une façon tout à fait inédite. Alors si vous regardez un moteur de recherche, on va localiser votre adresse IP et on va vous donner des résultats si vous cherchez n'importe quel mot-clé en fonction du territoire dans lequel vous êtes identifié. Alors effectivement, ça a des effets extrêmement négatifs et des effets extrêmement positifs. Du côté positif, ça a permis un retour vers les langues locales. On va vous donner des résultats dans la langue du lieu, du site où vous vous trouvez, et ça a permis quand même une certaine résurgence d'industrie locale et ainsi de suite. Mais en même temps, il y a des choses qui sont extrêmement exclues par le biais de cette détermination géographique. Alors il va de soi que ce jeu entre la localisation et la réintroduction des frontières est animé dans la plus grande majorité du temps par un biais économique et financier, pour essayer de vendre de la publicité, pour vous donner des restaurants dans la localité où vous vous trouvez, ainsi de suite. Mais je crois qu'il y a un autre problème qui se présente, et c'est là où ça devient plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'avec les données de géolocalisation, on a aussi changé de paradigme dans la culture numérique. Pendant très très longtemps, on avait vécu dans un paradigme, je dirais, qui était celui de l'index. Le moteur de recherche était le paradigme déterminant. Parce qu'on est dans une ère de la surabondance, il est extrêmement difficile
de trouver ce qu'on cherche. Du coup, on avait besoin d'aller vers le moteur de recherche qui nous donnait des résultats. Mais le premier grand moteur de recherche qui est Google, il n'était pas le premier historiquement, était très efficace et nous donnait plus ou moins ce qu'on cherchait. Mais aujourd'hui, ce modèle n'est plus ce qu'il était il y a 3 ou 4 ans. Il est en train de se transformer, de muter en modèle de recommandation et non pas en moteur de recherche. Alors la recommandation, elle est construite comment? Elle est construite par un certain calcul informatique algorithmique qui va prendre en compte votre localisation, votre réseau social et votre historique. Et là, on voit un déplacement tout à fait important qui va prendre les données qui sont stockées et collectées pour créer un contexte de pertinence qui va nous recommander certains éléments et surtout exclure d'autres. Et du coup, il y a un transfert de la sociabilité en fonction d'une certaine manière de redessiner les frontières, que ce soit pour l'individu, que ce soit pour le territoire, tel qu'il est pensé par la machine algorithmique informatique, pour créer cette forme de pertinence. Au-delà de là, on peut dire même que ces moteurs de recommandation, qui peuvent être très efficaces, si vous allez sur le site de la FNAC ou d'Amazon, on va vous recommander des livres qui sont dans le contexte de ce que vous avez consulté ou acheté. C'est un petit peu ce qu'on appelle la théorie du voisinage. On va toujours vous donner quelque chose proche, mais pas exactement, et ainsi de suite. La difficulté vient du fait que, selon ces modèles de la recommandation, au fur et à mesure qu'ils insistent exclusivement sur cette dimension-là, peuvent se traduire et devenir des formes de prescription implicite. Et là, je crois qu'il y a énormément d'enjeux à cause de la massification des données qui leur sont disponibles, les analyses et les exploitations dont ils font et qui sont en partie associées à la dimension géographique de géolocalisation. Le second aspect qui me semble peut-être plus important, et c'est l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est plutôt de revenir sur l'histoire à la fois figurative qui a permis le développement du premier ou de la première époque du web soi-disant glorieuse et comment aujourd'hui elle est en mutation et surtout comment elle a pensé, que ça soit d'une façon consciente ou inconsciente, la manière dont on circulait sur ce réseau virtuel, comme on disait à l'époque. Si vous regardez les noms des premiers navigateurs, ils étaient tous dans l'ordre de l'exploration et surtout de l'exploration, je dirais, maritime. On avait navigateur, explorer, safari. On était dans la découverte, dans une certaine manière de sortir du territoire, d'aller découvrir des lieux, que ce soit exotiques ou ailleurs. Alors curieusement, quand on regarde de près, c'était l'époque où on parlait toujours en anglais avec les home pages, les pages home. On allait toujours vers quelque chose, mais qui était de l'ordre de l'intime, de la demeure, que ce soit pour une entreprise, pour un individu ou pour une institution. Mais dans cette configuration, effectivement, on peut trouver quelque chose qui a quand même une très longue histoire. Et c'est ça ce qui m'intéresse. C'est qu'il y a beaucoup de textes, de réflexions qui sont à la fois de l'ordre géographique, juridique et historique, qui nous disent qu'il y a une certaine généalogie, une certaine genèse des modèles de colonisation européenne qui sont associés à la façon dont on a représenté l'absence de frontières maritimes. Et la distinction qui existe entre la terre, qui est toujours marquée par un territoire, par des frontières qui sont plus ou moins visibles, mais qui sont toujours, surtout, et c'est ça le point essentiel, la marque d'une certaine autorité, que ce soit d'un État ou d'un autre, alors que la mer était l'espace libre. Et c'est cette forme de liberté qui était associée à la première époque de la navigation sur le web, comme on disait. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Alors on se trouve que ces figures de la navigation sont quasiment en disparition. Si vous regardez les navigateurs aujourd'hui, je dirais on est en train de changer de registre. Explorer a terminé. Dans un an, vous ne pouvez plus l'utiliser. Safari, ça reste, mais on ne sait jamais. Netscape, c'est fini. Et je dirais on est sur deux registres extrêmement différents. Il y a un autre registre qui est celui du navigateur open source, qui est de l'ordre de Firefox, l'ordre animal, on va dire, avec un certain mot des éléments premiers. Et les autres sont ou bien de l'ordre du métal, qui est celui de Google, qui est Chrome. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les autres navigateurs qui sont aujourd'hui en émergence. Ils sont tous de l'ordre ou bien de la musique ou de l'écoute. Vous avez Vivaldi, vous avez Opéra, et on peut continuer la liste. Et la question qui se pose, que s'est-il passé dans cette
transformation entre des notions de frontières, de passage, de découverte, que ce soit de l'exotisme ou non, et pourquoi on est revenu vers des modèles extrêmement différents sur des registres qui n'ont plus rien à voir avec cette première notion, ces premières manières qu'on avait décrit le village global où il y avait cette libre circulation. Je dirais que c'est une question à la fois complexe et difficile, mais néanmoins qui revient à ce que j'avais essayé de dire de façon peut-être un peu rapide au début de mon intervention en évoquant la petite anecdote de Marcel Mauss. Parce que quand on regarde de près, surtout avec tout ce qui est de l'ordre de l'écoute ou de la musique, il y a un certain retour vers une manière de découvrir non pas seulement ce qui est étranger et lointain, mais plutôt ce qui appartient au corps. Il y a une forme du retour vers l'écoute du corps lui-même qui sera associée au fur et à mesure, si on a le temps, je vais y revenir, sur des formes de surveillance. Pas seulement de surveillance par l'État ou par d'autres entités, qu'elles soient de renseignement ou d'autres, mais surtout surveillance de soi-même, une forme d'autosurveillance. Et là, on voit une certaine manière d'incorporation, je dirais, de l'injonction qui est mise en place par les plateformes numériques culturelles. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Les industries informatiques aujourd'hui ont besoin davantage de données pour faire tourner la machine. Et les données qu'elles cherchent sont des données qui nous concernent d'une façon presque intime. Ce sont les données de nos communications, évidemment, mais au-delà de là, aujourd'hui, ce qui les intéresse de plus, ce sont les données de notre corps. La tension, le rythme cardiaque, ce que vous écoutez, et ainsi de suite. Et du coup, votre smartphone, si vous ouvrez certaines applications, il va vous dire, vous avez marché 300 mètres aujourd'hui, vous avez monté 3 étages, vous avez traversé 2 kilomètres. Alors, on peut dire c'est juste des statistiques sans intérêt. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'on a transformé, on est retourné sur une autre manière de dessiner le statut de l'identité numérique par le biais de sa géolocalisation, mais surtout en mouvement. Et c'est cette dimension qui est la plus intéressante et la plus problématique quant à moi. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu ce jeu qui se fait entre l'expansion sans cesse et le retour vers soi, qui peut être une forme narcissique extrême, si on veut, un certain retour de l'égotisme, si vous voulez. Pour certains même, on parle une nouvelle génération d'hypocondriaques qui vont être complètement obsédés par tout ce que la machine va leur raconter sur leur corps, comment réagir, et ainsi de suite. Je dirais qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place parce que ça rappelle des choses assez intéressantes. Par exemple, ça peut, si vous voulez, on peut l'interpréter effectivement avec toutes les modifications et toutes les réserves qu'on doit avoir sur la théorie classique d'un grand monsieur qui s'appelait Kantorowicz, qui s'appelle les 2 corps du roi. Il avait étudié effectivement la manière dont les formes de monarchie absolue ont décrivé le territoire d'un certain pays comme si c'était le corps du monarque lui-même. Par exemple, si Louis XIV avait des problèmes dans telle ou telle partie de son corps, ça veut dire qu'il y avait des problèmes dans telle ou telle région de la France. Je simplifie beaucoup. Mais il y avait une sorte de calque entre le corps du chef de l'État et de son territoire. Il y a une certaine inversion de ce modèle par le biais du numérique qui est assez remarquable. Alors effectivement, cet élément-là a des dimensions théologiques. Évidemment, vous imaginez, ça a commencé dans la tradition chrétienne avec l'Eucharistie, hoc est corpus meum, ceci est mon corps, et du coup il y avait une certaine représentation, mais en même temps, c'est ça qui m'intéresse le plus, elle avait toujours une dimension sociopolitique extrêmement puissante. La question qui se pose, effectivement, que se passe-t-il dans cette forme de double colonisation, à la fois d'une certaine manière d'expansion sans cesse vers cet espace infini et en même temps ce retour vers soi-même, mais en certaine forme de l'approfondissement de soi-même et en réduisant à tout ce qui est de l'ordre de la mesure, de la mesurabilité. Ce qui va les intéresser, effectivement, c'est une des dimensions très très importantes de l'informatique. Elle a besoin de discret. Elle a besoin de ce qui peut être mesuré, calculé, et ainsi de suite. Et là, je crois que c'est une première façon, une première manière peut-être de poser cette question des frontières, si vous voulez, entre la figure maritime et le retour à territoire. Pour aller peut-être dans une autre orientation, on pourrait dire également, à cause de ce retour
vers l'individu, vers le corps, vers ce qui le touche d'une façon très 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 particulière au cœur de son identité, on a vu également un retour des autorités politiques et surtout juridiques territoriales pour essayer de contester la soi-disant liberté de circulation des données. Effectivement, ce qu'on a découvert aujourd'hui, si vous êtes un citoyen français européen, si vos données sont stockées au-delà des frontières de l'Europe, elles ne sont pas protégées par la loi européenne ou française. Et du coup, la question des frontières est revenue de façon immédiate et devenue extrêmement pertinente aujourd'hui. Du coup, il y a un retour et le retour se fait d'une double façon. Ou bien on va créer ce qu'on va appeler une bulle juridique. On va imposer aux grands acteurs qui collectent nos données de respecter la loi du pays d'origine de l'individu, peu importe où ces données sont stockées. Alors si vous êtes français, vos données sont stockées aux États-Unis, l'acteur, que ce soit Google ou Apple ou Amazon, peu importe, seront obligés de respecter la manière dont ils vont traiter vos données selon la loi française ou européenne, et non pas la loi américaine, qui est extrêmement différente. C'est très difficile à imposer, mais c'est en train d'être négocié. Et du coup, là, on revoit comment le territorial se réaffirme en fonction de la protection et surtout, moi ce qui m'intéresse, c'est en fonction d'une certaine notion de la citoyenneté qui revient avec force. J'y vais revenir dans un instant. L'autre dimension qui est également associée à ce retour du territorial et qu'on voit aujourd'hui de façon assez importante, c'est toute la question qui se pose et qui rappelle celle qui est évoquée par la soi-disant liberté maritime, de la gouvernance au sens le plus large du terme, de cet espace qui échappe à toute gouvernance actuellement, à Internet, pour aller vite, ou le web. On n'a pas d'organisme, on n'a pas d'outils pour essayer d'imposer un certain consensus international pour gérer, pour négocier, au-delà des négociations commerciales et financières, la gestion des données, la circulation de ces données, ou même des individus à travers cet espace, soi-disant sans frontières. Et là, on retrouve précisément cette problématique que j'avais évoquée assez vite entre la terre et la mer. Et de là, je crois, on peut peut-être avoir des formes analogiques, non pas pour les reprendre telles quelles, dans l'évolution et la formation, la genèse de cette loi internationale, du droit international qui est associé en quelque sorte avec les droits maritimes. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, par exemple, tous les États ont une certaine frontière virtuelle au-delà de la terre qui leur appartiennent. Parce que ça peut être 25 km ou 30 km, peu importe, mais on a imposé une certaine extension sur l'espace maritime du droit territorial. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'on doit utiliser ces figures et ces métaphores ? Ou bien faut-il inventer, imaginer autre chose pour essayer de travailler cette question des frontières qui devient extrêmement déterminante et importante. Alors pourquoi elle est importante ? Elle est importante parce qu'économiquement, elle est devenue l'agent premier de la production de la valeur, les données. Alors il y a des gens qui vous disent c'est l'or, c'est le pétrole du XXIe siècle. Alors, effectivement, il y a quelque chose dans cette dimension, mais il me semble, peut-être, il est intéressant de revenir sur des cas peut-être un peu anciens, mais qui peuvent être extrêmement instructifs pour nous permettre de saisir l'importance de cette dimension de la valeur de la production, qu'elle soit monétaire, économique ou autre, des données. Alors, je vais prendre deux exemples qui peuvent être peut-être assez intéressants. Le premier, c'est un auteur anglais du 19e siècle qui s'appelle Samuel Butler, qui n'est pas peut-être très connu, sauf pour quelques lecteurs de science-fiction, mais il est connu pour les gens qui ont beaucoup travaillé sur Darwin et la théorie de l'évolution, parce qu'il s'est opposé, juste parce qu'il aimait taquiner Darwin, à la théorie de l'évolution. Il avait écrit un très beau texte qui s'intitule, qui a été traduit tout récemment en français, Darwin et les machines. Et ce que Butler raconte, c'est la chose suivante. Il dit, on est en train, c'était à la fin du 19e siècle, on est en train de produire des machines, et des machines importantes, pas seulement de grandes machines, mais des machines de plus en plus petites, miniaturisées. Et au fur et à mesure, si on a le droit d'observer les choses d'une façon complètement neutre, on se rend compte qu'au début, ces machines étaient là pour nous servir, pour nous faciliter la vie. Mais moi, j'ai l'impression qu'on travaille pour les machines.
Et on va arriver à un certain moment où il nous faut faire un choix. Ou bien on va céder nos formes d'autonomie vers ces machines, ou bien on va les détruire. Alors il a dit une phrase très violente, et il parle du djihad contre les machines de l'époque. Hein. Alors si vous êtes lecteur de science-fiction, il y a un très grand roman dans cette tradition-là, qui s'appelle Dune de Frank Herbert, 1960, où il y a le djihad butlérien, qui est nommé après lui. Ce n'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant chez Butler, pour illustrer cette voracité de la machine, il va nous donner un exemple. Écoutez, on a un exemple très très simple que tout le monde peut reconnaître. On va voir l'invention des horloges. Le moment où les horloges sont arrivées dans les grandes villes, toute la structure sociale a été modifiée. Il y avait une gestion du temps qui a produit de l'économie, du privé, du confidentiel, de liturgique, autrement que ça a été avant. Et du coup, ça quand même a eu une puissance énorme. Pourquoi ? Parce que c'était visible. C'était accessible et visible. Et là, c'est assez important. Je me dis, mais c'était rien. Aujourd'hui, qu'on a inventé les montres, on est devenus nous-mêmes, à cause de la miniaturisation, les agents de ces machines. Alors, il se trouve que cette transformation de la miniaturisation correspond précisément à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec la mobilité. C'est la capacité de calcul énorme dans une machine remarquablement petite qui est inséparable du corps, qui est votre smartphone, hein, qui est l'agent de la production de ces données et qui produit au fur et à mesure, qui alimente la machine et qui sans cesse ne fait que ça. L'autre exemple qui est peut-être un peu plus pertinent, c'est un monsieur américain, un grand philosophe, Charles Sanders Peirce, qui est surtout connu en France pour la sémiologie et la sémiotique, mais il a fait beaucoup d'autres choses. Il a fait surtout un très beau texte, publié également à la fin du XIXe siècle, et qui s'intitule L'amour évolutionnaire. Alors le titre, effectivement, n'a rien à voir avec ce que je suis en train de raconter. Mais ce qu'il explique, c'est la chose suivante. Il dit, on a réussi à faire quelque chose, c'est associer l'intelligence à l'économie. Et c'est la grande catastrophe du XIXe siècle, littéralement. Et puis il a une très belle expression en anglais, the greedy master of intelligence, le maître vorace de l'intelligence. Et je crois que c'est précisément, on est dans cette situation. Pourquoi ? Parce que toute l'intelligence qui était associée à des formes à la fois individuelles ou collectives, aujourd'hui est devenue le mot premier utilisé pour décrire l'informatique et le numérique. Si vous regardez autour de vous, presque tout est intelligent. La machine, les données, les villes, j'en passe. Hein. Alors, pourquoi cette dimension est intéressante pour parler des frontières et des figures maritimes et de la... Parce qu'il me semble, il est peut-être intéressant de faire une petite archéologie, sans donner aucune définition au mot intelligence, hein, du statut de l'intelligence avec l'informatique et le numérique. Si vous regardez de près, évidemment, on parle toujours de l'intelligence artificielle. C'est le sujet qui est aujourd'hui devenu le plus important. Tout le monde est obsédé un petit peu par ce que cela peut donner. Mais moi, j'aimerais revenir assez rapidement, oui, il me reste du temps, sur un texte fondateur qui est celui de Alan Turing. Vous avez sans doute vu, ou bien le film, ou en tout cas l'affiche du film, qui s'intitule « Le jeu de l'imitation ». C'est un article très célèbre de 1950 dans lequel Turing essaie de décrire une machine non pas intelligente, mais pensante. Et il dit, je vais fabriquer une machine qui va pouvoir penser. Pour le faire, je vais inventer un jeu. Et le jeu, c'est le jeu de l'imitation. Alors, le jeu de l'imitation consiste en quoi ? On va créer un dispositif de communication entre trois interlocuteurs. Un homme, une femme et une machine. On va les mettre dans des chambres, dans des salles différentes. Ils vont communiquer entre eux. Il y a une seule règle à respecter. Il ne faut pas mentir. Mais on n'est pas obligé de répondre de façon explicite à ce qu'on nous demande. Et au fur et à mesure qu'on commence à dialoguer, on va éliminer un des interlocuteurs. Et on va demander à la machine de deviner le genre de son interlocuteur. Ce n'est pas évident. Et lui, il dit, au fur et à mesure qu'on va avancer, la machine va pouvoir dire c'est un homme ou une femme. Il dit, la machine va peut-être devenir pensante si le degré d'erreur dans la manière dont elle va deviner est acceptable. C'est assez subtil pour deux raisons. Parce que pour essayer d'expliciter et de faire sens à
machine pensante, il va nous dire qu'il y a deux modèles pour construire la machine informatique. Et curieusement, ce sont les deux modèles qu'on a aujourd'hui et qui, à mon avis, expliquent à la fois le côté de l'exploration du côté maritime et le côté du territorial. C'est-à-dire, ou bien on va faire le modèle qui est celui du calcul, de la permutation, jeu d'échecs. Il y a un certain nombre qu'on peut calculer. Si on a suffisamment de puissance de calcul, on va pouvoir construire une machine qui va pouvoir gagner un match. C'est l'histoire de Big Blue qui a gagné le match. Très important. Je dis c'est très bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est l'autre modèle parce qu'il est plus difficile, mais peut-être qu'à la langue il est plus important. Il dit il faut penser que la machine est comme un enfant qui est inséré dans un certain milieu et cet enfant va apprendre à la fois la langue, les règles de civilité, les choses qu'on doit dire, qu'on ne peut pas dire dans tel ou tel contexte. Et au fur et à mesure que cet enfant va grandir, la machine va apprendre comme lui. Alors, il se trouve que quand on lit comment il va décrire, on va voir précisément que cet enfant va voyager, effectivement. Il ne peut pas rester juste dans son milieu natif et d'origine, puisque c'est une machine qui a quand même une ambition universelle. Pas seulement juste parler anglais à Manchester, il va pouvoir parler toutes les langues. Et là, on commence à retrouver l'autre modèle qui est beaucoup plus intéressant avec ces pérégrinations de cette machine qui va apprendre au fur et à mesure. Alors, ce qui est important, effectivement, c'est le modèle de l'apprentissage informatique et celui qui informe et façonne la façon dont les frontières sont à la fois construites et déconstruites sans cesse par la machine numérique d'aujourd'hui. Je crois que c'est ça le point pour moi qui est le plus peut-être fondamental. Pour essayer de l'expliquer comment la machine apprend, c'est avec les données. Et elle a toujours besoin de nous inciter à produire davantage de données pour qu'elle puisse apprendre. Et là, on comprend peut-être l'intuition intéressante sans faire le discours du peur de Samuel Butler quand on vient des livreurs de données, pour paraphraser un petit peu ce que je veux dire, à ces machines pour qu'elles deviennent plus intelligentes ou plus pensantes. Dans ce cadre-là, ce sont les frontières qui vont bouger sans cesse, parce qu'elles seront interprétées selon les nécessités du système lui-même, non pas selon des règles qui sont des règles sociopolitiques, inventées et mises en place par des hommes, selon des modalités tout à fait à la fois historiques ou géographiquement déterminées. Au-delà de là, je dirais, quand dans ce passage de flou entre des figures de l'exploration et des figures de, on va dire, pas de rétrécissement, mais de retour vers soi dans le sens territorial, on va trouver une autre problématique qui me semble aujourd'hui également importante, qui est celle de l'autonomie. Et surtout des liens qui peuvent exister entre des formes d'autonomie et surtout, quand on est confronté avec la machine ou les machines aujourd'hui, des formes d'automatisation. Parce que quand même, ce qu'on est en train de vivre, c'est une automatisation assez remarquable, alors que ce soit par la représentation des données géographiques ou géolocalisées ou d'autres. Et la question qui se pose, comment penser les liens entre autonomie et automatisation? Effectivement, il se trouve que les premiers, les pionniers, presque les pères fondateurs de l'informatique, ont pensé à cette question. Norbert Wiener, qui était un des grands, le père de la cybernétique, a consacré 2 livres sur le sujet parce que ça l'inquiétait énormément. Mais moi, je vais donner peut-être quelques éléments de réflexion sur cet aspect-là. Tout d'abord, il me semble, ce qui va se poser avec cette dimension de l'autonomie, c'est comment la définir, l'autonomie. Effectivement, on peut regarder du côté de l'étymologie, autonomos, celui qui peut se donner ses propres lois, comme le grec nous le dit. Mais c'est un piège. Si vous regardez, par exemple, dans les dictionnaires, et surtout dans l'encyclopédie de d'Alembert et Diderot, on va trouver, je crois, quelque chose d'assez pertinent. L'encyclopédie de d'Alembert et Diderot nous dit « autonomos », celui qui peut se donner sur l'homme, bon, c'est pas très intéressant. Et puis après, il commence à illustrer dans quel moment de crise l'autonomie est à céder. Alors ils vont nous dire, ce qui est important, s'il y a une guerre, s'il y a quelque chose qui met en danger, que ce soit la cité, l'État ou une certaine communauté, on peut choisir de céder son autonomie aux militaires, aux juges ou à d'autres à qui on va céder un certain pouvoir. Et il nous rappelle 2 choses, c'est parfaitement légitime et on peut le comprendre, mais il faut surtout remettre en place des mécanismes de retirer ce qu'on a cédé à ses représentants après une date limitée et de s'assurer qu'on aura le pouvoir
de revenir sur ce qu'on avait cédé. C'est là où ça devient beaucoup plus intéressant. Et c'est là où on voit aussi la difficulté de penser aujourd'hui les liens qui peuvent exister entre des formes d'autonomie de l'humain vis-à-vis de l'automatisation croissante de l'intelligence de la machine, avec ces négociations entre l'humain, l'espace, et ainsi de suite. Mais ce qui est assez intéressant également, l'exemple le plus souvent cité, surtout dans l'encyclopédie, mais dans d'autres grands textes depuis la fin du XVIIe siècle, pour illustrer cette notion de l'autonomie, est le suivant. Rome, comme empire souverain, a fait parfois le choix de laisser certaines des cités grecques vivre selon leurs anciennes constitutions. Et là, on comprend quelque chose qui est assez important, c'est que l'autonomie s'affirme par des modalités de délégation. Et la question qui se pose effectivement aujourd'hui avec le numérique, quelle sorte de délégation on veut, et surtout quelle sorte de délégation on a le pouvoir de mettre en place avec cette dimension de, on va dire, l'automatisation, que ce soit vis-à-vis soi-même ou que ce soit vis-à-vis la gestion de l'espace et des données. Pour vous donner un exemple qui peut illustrer de façon concrète ce dont je viens de parler, je vais prendre les difficultés suscitées aujourd'hui et qui étaient imprévues et insoupçonnées à l'époque par le choix qui a été fait par Wikipédia pour représenter certaines zones géographiques, en suivant en partie le modèle du système de nom de domaine. Si vous regardez par exemple pour Wikipédia en anglais, c'est EN, pour English, pour anglais. Alors, si vous lisez non pas juste les articles sur tel ou tel sujet, mais les débats qui sont là, les Anglais ne sont pas heureux, tout le Commonwealth n'est pas content. Pourquoi? Parce que c'est la dimension américaine qui domine. Là, on a confondu une langue avec des domaines géographiques et des zones culturelles extrêmement différentes. Le choix a été fait pour des raisons techniques, pour simplifier, mais aujourd'hui, à cause du succès de Wikipédia, ça devient un enjeu de dissension et de polémique culturelle assez remarquable. On peut le voir après sur beaucoup d'autres zones. En arabe, c'est pareil. Il y a AR pour tout le monde arabe, et tout le monde arabe n'est pas content d'être ensemble, avec un seul point d'entrée, FR, c'est tout ce qui est en français et francophone. Alors maintenant, on a trouvé des solutions moyennes pour faire francophonie en Afrique, pour faire pour le Québec, pour faire pour la Belgique. Tout cela nous dit que la représentation géographique qui a été, comme les pages jaunes dans les années 70, est devenue aujourd'hui un choix culturel et politique énorme, à cause de quelque chose qui a échappé au père premier de l'Internet et qui, au fur et à mesure de la transformation de l'informatique, à quelque chose qui est devenu surtout de la culture et de l'économie. Et on revient effectivement sur des notions de frontières très classiques, très anciennes, que les géographes maîtrisent beaucoup mieux que moi, autour des langues, des spécificités locales, des identités de communautés, mais dans un sens pas nécessairement problématique, et qui nous incite aussi à essayer de voir comment cette figure première, qui était celle de l'exploration, a abouti aujourd'hui pas seulement à sa fin, mais aussi elle ne répond plus aux réalités concrètes de ce que le web ou Internet représente. Et du coup, peut-être c'est un premier indice qui peut nous dire pourquoi on a commencé de changer de registre. Au lieu de se maintenir dans cette dimension de la découverte, de la colonisation dans ce sens-là, on est revenu vers des modalités complètement différentes qui vont nous inciter à revisiter autrement par le biais des figures, des métaphores, de tout ce que cela peut impliquer, que ce soit du côté de l'écoute, de la musique et ainsi de suite, ou bien du côté du métal. Et Dieu sait que ce qu'on peut avoir dans 3 ans, comme le nom, quelle sorte de registre qui va surgir. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant dans cette dimension, parce que ça nous invite effectivement à voir, même au fond, des choses peut-être les plus techniques et parfois les plus motivées par des billets économiques. On retrouve des éléments de langage qui restent extrêmement déterminants, extrêmement puissants, et leurs dimensions culturelles, telles qu'elles sont, que ce soit du côté communautaire, identitaire, territorial ou non, on revient vers des choses quand même qui sont de l'ordre, du domaine, on va dire, pour aller vite, ou bien de l'anthropologue, ou bien des sciences humaines. Et dans cette dimension-là, il me reste encore quelques minutes, il y aura une autre façon également pour revenir sur ces questions
des frontières qui, moi, m'intéresse, c'est que si on prend le point de vue des anthropologues, on va dire de la fin du 19e jusqu'à tout récemment au 20e siècle, ce qui les intéressait, c'est ce qu'ils appelaient la terre habitée. L'idée, c'était d'étudier la diversité de la terre habitée. Et du coup, on allait visiter en Polynésie ou en Amazonie, ainsi de suite. Moi, je dirais ce qui a changé avec la représentation des frontières, parfois leur disparition, mais selon des modalités successives par le biais du numérique, c'est que ce n'est plus la terre habitée, mais comment on a modifié la terre habitable. Et je crois que c'est un déplacement tout à fait intéressant, parce que ce qui était lointain et exotique ne l'est plus de la même façon tel qu'il était dans le passé. Il y a une certaine transformation du regard de l'ethnologue et de l'anthropologue, non pas parce que c'est devenu familier, mais il y a des formes de proximité qui sont parfois des leurs, pour toute une série de raisons, qui modifient un petit peu l'optique et la grille avec laquelle on peut étudier avec le regard de l'ethnologue ou de l'anthropologue. Alors je crois qu'il y a énormément de choses à dire à ce sujet pour certaines formes de l'anthropologie, si j'ose dire, du numérique, mais dans ce sens très particulier, très spécifique. Et ici, peut-être, il est peut-être intéressant d'évoquer quand même Claude Lévi-Strauss, qui, curieusement, quand on lit son œuvre, depuis le début jusqu'à vraiment la fin, même avec les inédits qui étaient publiés il y a 3 ou 4 ans aux éditions du Seuil. Et je vous rappelle quand même, il était le premier à citer tous les théoriciens de l'information en France. Il a cité Claude Shannon, Norbert Wiener et John von Neumann dans des articles de 1951. C'était absolument remarquable. Il avait le regard étonnant d'aller chercher ces questions-là. Alors lui, ce qui l'a frappé, c'est que selon Lévi-Strauss, un anthropologue ne pouvait pas travailler dans une ville, parce qu'il y avait trop de monde. S'ils lui disent très explicitement. La ville, il y avait trop de monde, les liens de parenté vont être extrêmement compliqués, déchiffrés dans la foule, dans l'anonymat, c'est pas du tout le travail de l'ethnologue, c'est plutôt aller travailler, être inséré, prendre ce double point de vue. Alors aujourd'hui, effectivement, on est tous devenus dans un espace qui est celui urbain de la ville. Et là, je crois qu'il y a un problème qui se pose de méthode. Comment construire un regard anthropologique à cause de cette modification de la distance et des frontières qui se sont mises en place par le biais de la culture numérique. Le second aspect qui est également intéressant dans cette perspective, c'est qu'au-delà juste de la masse, il y a un autre problème qui a été étudié surtout par les sociologues. Et là, une généalogie tout à fait intéressante qui commence avec Georg Simmel en Allemagne et qui termine, pour aller vite, dans l'école de sociologie de Chicago dans les années 50 et 60, et qui est celle du visage. Il y a un très beau texte de Simmel, La vie de l'esprit dans les grandes villes, qui date du début du XXe siècle. Et si vous relisez le texte dans sa traduction française, et même en allemand, il est frappé par deux choses. Tout d'abord, il dit que selon lui, l'esprit contemporain est devenu calculateur. Il s'est beaucoup intéressé à la monnaie, c'est vrai, mais néanmoins, il dit ça. Et la deuxième chose, il parle de quelque chose de l'ordre de la technique numérique. C'est assez curieux l'expression qu'il a chez lui. Et effectivement, pourquoi ? Parce que ce qu'il a étudié, c'est comment, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, on le regarde, on essaie de déchiffrer quelque chose sur cet individu qui nous est entièrement inconnu. Et c'est le visage qui devient le site sociologique de la relation et du lien social. C'est assez intéressant à l'étudier. Alors ce qu'on peut dire, ce qui est arrivé aujourd'hui, avec ces dimensions de frontières qui sans cesse vont très très loin, mais qui revient chez soi, c'est que l'esprit contemporain, si j'ose dire, en paraphrasant Simmel, est devenu non pas calculateur, mais calculable. Il est devenu sujet à toute forme de calcul. Vous regardez ce que vous faites avec vos smartphones, avec vos selfies, avec tout ce qui se produit, c'est des formes de calcul qui vous rendent votre identité, et surtout votre identité aux autres, avec des formes qui sont partageables selon des manières discrètes de se les représenter, les formaliser et les catégoriser. Je crois là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui modifie notre rapport avec l'espace également, que ce soit l'espace le plus proche ou l'espace le plus lointain. Et les gens, effectivement, qui ont étudié, par exemple, le tourisme, pour parler des frontières, ont remarqué que là, aujourd'hui, les touristes
voyage avant de voyager d'une façon complètement différente, avec les guides, avec les évaluations, avec les recommandations, ainsi de suite. Et souvent, quand ils arrivent, ils vérifient plutôt qu'ils ne visitent, si j'ose dire. J'exagère un peu, mais néanmoins, c'est assez intéressant à voir comment quelque chose a basculé d'une façon assez intéressante. Alors, cette dimension de l'inconnu, qui était la plus séduisante, de l'exotisme même, est plutôt aujourd'hui complètement, non pas éliminée, mais elle est réduite à cause des formes d'accessibilité. Je crois ici, précisément, il y a quelque chose d'assez intéressant ici qui est en train de se passer. Ça arrive dans les musées, comme ça arrive quand on voyage très très loin pour visiter des zones exotiques. Mais peut-être pour conclure, ce que j'aimerais dire, c'est revenir sur cette figure de la mer et de la terre, parce que je n'ai pas voulu entrer dans tous les détails. Comme j'ai dit, il y a un très beau texte qui est extrêmement problématique à cause de son auteur, de Carl Schmitt, qui était un juriste allemand, qui a collaboré avec le régime nazi, puis après qui a été chassé pour des raisons également compliquées. Mais à la fin de sa vie, il a rédigé un livre assez intéressant et extrêmement contesté, qui s'intitule « Le nomos de la terre », la loi de la terre. Et ce qu'il essaie d'expliquer, c'est qu'il a toujours existé en Occident un lien entre la technique et la loi vis-à-vis les frontières ou l'absence des frontières. Et l'exemple qu'il va utiliser, c'est opposer la terre avec les États, avec les guerres, et ainsi de suite, et d'autre côté, la mer. Et du côté de la mer, ce qu'il va essayer de mettre en avant, c'est cette liberté de circulation n'était pas toujours conçue de la même façon en Europe. Il va opposer deux modèles classiques, celui de la Grande-Bretagne d'un côté, qui est devenue la plus grande puissance maritime de l'époque, et de l'autre côté, l'Espagne et le Portugal. Il va nous expliquer, si on accepte son interprétation, que les deux modèles de colonisation des pays découverts et surtout de l'Amérique sont en grande partie associés à cette manière de concevoir le statut et le rôle de la mer dans la façon dont ils peuvent concrétiser une certaine politique pour occuper un territoire. Je crois, on pourra dire qu'aujourd'hui, si je me permets un passage assez rapide, mais on pourra en discuter si ça vous intéresse, qu'il y a des modalités de colonisation de l'espace habitable aujourd'hui qui correspondent d'un certain point de vue à ces manières qu'on avait vécues dans le passé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du côté anglais ou du côté hispanico-portugais. Et pour aller plus loin, il est assez intéressant d'observer qu'en dans le cas de l'anglais qui était associé dans cette logique-là à la France, il y avait quelque chose qui s'appelait des Amity Lines, les lignes de l'amitié. C'est assez surprenant quand on regarde l'historique de la chose. C'est-à-dire qu'il y avait des lignes imaginaires dont il y avait un certain consensus entre les puissances maritimes pour dire là, il n'y a pas un espace de contestation ni de guerre. Et d'autres, il pouvait y en avoir. Alors il se trouve que, et là je vais essayer de terminer, qu'une grande partie de cette fabrication des données sociales de la traçabilité est associée à un usage très particulier de l'amitié dans les réseaux sociaux. Est-ce un hasard? J'en sais rien. Mais quand même, on est frappé par le fait que les réseaux sociaux se sont construits non pas sur des modèles même modifiés des liens de parenté, mais plutôt d'amitié. Alors évidemment, on peut en avoir des réponses assez rapides à ces questions. Si on regarde du côté des anciens, Aristote nous dit dans l'éthique de Nicomaque qu'il faut surtout éviter les liens de parenté dans le lien social pour le politique. Ça aboutit toujours ou bien à la monarchie ou bien à la tyrannie. Si on va du côté de l'amitié, c'est la démocratie. Alors peut-être on peut comprendre qu'il y a quelque chose de ce point de vue-là. Mais aussi on peut regarder peut-être d'autres aspects. Je vais assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et prendre un autre exemple qui est peut-être beaucoup plus parlant aujourd'hui. Quand on regarde par exemple quelqu'un comme Cicéron qui a fait un traité de l'amitié comme il a fait sur beaucoup d'autres choses et comme d'habitude il a critiqué tous les gens qui l'ont précédé et sa contribution est la chose suivante. Il dit dans le traité que l'amitié c'est quelque chose d'assez pervers. Non pas parce qu'on n'a pas de vrais amis, mais parce que quand on réfléchit à ce qu'on dit sur l'amitié, c'est quelque chose qui essaie de rendre visible quelque chose qui n'appartient pas au visible. C'est-à-dire vous allez partager votre fort intérieur avec un ami très intime. Alors comme il dit, si vous ouvrez apertum pectus en latin, c'est très très fort. Si vous ouvrez votre corps, votre cœur, vous allez voir du sang,
des veines, mais il n'y a pas de ce qu'on partage avec l'autre. Et du coup, il y a quelque chose qui permet le passage vers la visibilité. Dans ce côté-là, effectivement, on n'est pas surpris de trouver dans les réseaux sociaux l'usage étonnant de l'image. Et effectivement, on peut la décliner selon des modalités différentes. Vous pouvez la trouver comme le portrait, et après on va la pousser jusqu'à la selfie. Vous pouvez le trouver comme l'icône, avec la représentation, qu'elle soit divine ou non, d'une certaine absence. Et moi, je trouve qu'il est beaucoup plus fort et qui nous parle beaucoup, on va le trouver selon la problématique de l'emblème. C'est-à-dire l'emblème qui va toujours présenter une image avec un texte en face. Et le texte et l'image ont des rapports extrêmement dynamiques et non pas descriptifs. Et c'est ça un petit peu qui fait la dynamique du succès, malgré parfois la banalité de certains des échanges et des associations entre l'avatar, la figure, l'image qu'on va se donner de soi et autre chose. Et le troisième élément qui est le puissant, il vient non pas de Montaigne, mais du chancelier Bacon, qui dans son remarquable texte sur l'amitié, publié après Montaigne, dit quelque chose d'extrêmement connu, mais qu'on a souvent oublié, que l'amitié a toujours été un calcul. Et il dit, c'est très simple, l'adage depuis toujours nous rappelle, si vous aviez un vrai ami, vous allez doubler vos bonheurs et diviser en deux vos malheurs. Il se trouve que l'amitié aujourd'hui est devenue un calcul, mais à une échelle complètement différente. Et un calcul qui nourrit la machine informatique avec toutes ses déclinaisons. Et là, on voit, il me semble, ce passage sans cesse entre une individualité qui était restreinte dans des espaces de communication et de dialogue et d'échange qui étaient relativement limités, même avec la correspondance, quand on regarde de la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle et la République des lettres, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment la massification qui est devenue déterminante. Et du coup, il y a à la fois une certaine forme d'anonymat et en même temps un retour extrêmement puissant vers l'identification de l'individu. Et il me semble, dans cette dynamique, il y a quelque chose qui rappelle un petit peu cette terre et mer, cette expansion sans cesse qui continue, parce que c'est la massification qui revient, et toujours un retour vers soi, sauf que la terre n'est pas toujours le territoire, c'est le corps, c'est l'individu, c'est le sujet. Je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas parler trop longtemps. Merci. Il va falloir assimiler tout ça. Mais il y a une table avec des ouvrages sur ce que notre ami vient de nous dire. Notre ami, c'est toujours curieux quand on reçoit des messages EDF, Michel, ta facture est arrivée. Ça m'a toujours choqué. Bon. Moi, je suis un usager extrêmement ignorant de ce qu'il y a dans la machine. Et le peu que j'ai appris, c'est mon dernier fils qui me l'a appris, sans vouloir d'ailleurs m'expliquer, tout en sachant me recycler des ordinateurs ou des portables déjà démodés parce qu'ils avaient un an d'âge. Donc je suis un bon client en sous-traitant pour les produits d'occasion. Alors, j'ai deux ou trois remarques, deux questions. J'essaye de voir les choses du point de vue du géographe et de la géopolitique. Mais vous en parlez dans des ouvrages, et puis à France Culture, vous êtes exprimé là-dessus. Derrière tout ça, il y a d'abord des entreprises américaines. Il y a une domination quand même tout à fait extraordinaire et qui est une domination privée, grandes entreprises, les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. Mais ça a été, je me souviens d'avoir lu les textes, parfaitement théorisé pendant le premier mandat d'Hillary Clinton comme secrétaire d'État, et en particulier avec celle qui dirigeait à l'époque le Policy Planning Staff, le centre d'analyse et de prévision du département d'État, Anne-Marie Slaughter, que vous connaissez sans doute, sur l'idée qu'il y avait 4 libertés, les 4 libertés de Roosevelt qui ont été reprises par la communauté européenne, et il y en a une 5e, qui est le droit de rassemblement virtuel. Ça, c'est dans le contexte des printemps arabes, entre guillemets.
Donc il y a une domination qui s'est installée de manière assez invisible, mais il y a une position absolument dominante des États-Unis. Et je crois que vous dites quelque part qu'on a probablement échoué aujourd'hui à exporter, après ce qui a été perçu comme le triomphe des démocraties occidentales après 89-91, on a échoué aujourd'hui à exporter dans le monde entier les démocraties par le wilsonisme botté, comme le dit Pierre Asner. Regardez l'Irak, comme si la démocratie était du café ou du thé instantané. Il y a des résistances très fortes. Mais par contre, même en Corée du Nord aujourd'hui, on utilise l'outillage, en tout cas informatique, même s'il y a en même temps des frontières que j'appellerais des frontières de police culturelle. Il n'y a pas Google en Chine, mais il y a Baidu, qui est d'ailleurs très efficace. Il y a V-Contact en Russie, mais le titulaire s'est exilé par sécurité. Donc il y a un contrôle sur les contenus, mais les outils, il y a quand même une très très forte. Donc on a l'impression que les États-Unis ont installé une forme d'hégémonie, à la fois politique et technique et financière, et qui a un impact aussi sur les contenus, c'est ce que vous dites. Voilà. Et j'ai souvent pensé que votre opposition, la terre-mer, bon, c'est dans un pays où les élites, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, un peu moins la France, ont une culture classique fondée sur l'histoire grecque. On ignore souvent ça. L'histoire grecque, c'est à la fois Athènes et les barbares, mais c'est d'abord Sparte et Athènes. Et d'un côté, vous avez une puissance modeste, continentale, c'est Sparte, une Sparte de Prusse. Et puis Athènes, c'est la thalassocratie. Et j'ai souvent pensé que la première étape, mais je m'étais arrêté là, parce que je ne vous avais pas encore écouté, la première étape du web, liée à la géopolitique, on surfe, c'est une forme de thalassocratie moderne. On océanise l'ensemble du monde. Alors que vous nous dites qu'aujourd'hui, qu'on territorialise les océans. Mais il y avait cette idée qu'on surfait sur le web. Et donc, cette vision thalassocratique, aujourd'hui, explique les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine sur la liberté de circulation en mer de Chine du Sud, par exemple. Donc, on est toujours dans des métaphores. Je trouve que votre grille de lecture sur tous ces plans, mais est extrêmement riche. Donc, ma question, c'est, sur ce point-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres États qui veulent casser cette hégémonie, et derrière ça, l'idée de réécrire des normes. La Chine ne respecte pas le droit international de la mer, la Russie est révisionniste, y compris sur le plan de la sécurité, de l'ordre international, s'il en existe encore un. Sur le plan du droit, on vient de créer en Chine un centre juridique sur les questions maritimes. C'est-à-dire qu'on est en train de créer d'autres principes du droit international, une remise en cause un peu de l'universalisme. C'est un premier point. Deuxième point, c'est, alors, non pas le numérique, mais l'informatique. On est à Marseille. Marseille, c'est un centre fondamental de départ et d'arrivée d'une partie des 160 000 kilomètres de câbles optiques qui permettent la communication internationale, puisque les satellites, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Il y a Marseille, il y a Alexandrie, je ne sais plus où aux États-Unis, sur la côte du Nord-Est, vers Boston. Il y a Singapour, qui est un nœud tout à fait fondamental. Il y a Yokohama, il y a San Diego. Vous avez comme ça des ports informatiques tout à fait fondamentaux. Donc l'informatique, il y a une infrastructure, il y a des data centers qui sont probablement le secret le mieux gardé. Bon, même si les spécialistes commencent à, qui valorisent d'ailleurs les pays froids
parce qu'il faut réduire la température de ces structures qui consomment énormément d'électricité, beaucoup plus que des villes aujourd'hui. Donc il y a une mode suédoise, finlandaise, norvégienne actuellement dans les stratégies des data centers. On peut couper des câbles, on peut les espionner, on peut se brancher dessus. On peut fermer un réseau informatique. C'est arrivé au Caire il y a quelques années lorsque l'armée a repris le pouvoir. On a bloqué pendant une journée. Il y a d'ailleurs une structure à Boston qui étudie ça, qui a bloqué. Dans un bureau, on coupe l'ensemble de l'accès à ça. Donc il y a bien des infrastructures, au fond, matérialisées. Troisième remarque, tout n'est pas téléchargeable. Donc, bien sûr, le numérique, la boîte, en quelque sorte, influence le contenu. Enfin, le pétrole n'est pas téléchargeable. Et donc, il y a des limites quand même. Il reste des éléments dans la vie internationale Et puis, le dernier point, c'est la libre circulation, la personne, l'individu. Sécurité. Le retour des frontières aujourd'hui, c'est une demande de sécurité par rapport au risque de l'ouverture et au fantasme lié à la fausse proximité. Tous les soirs, les gens sont assaillis par des images que souvent on a beaucoup de difficultés à interpréter, et je pense que ça a un lien avec les succès des populistes issus de la télé-réalité. Et en même temps, on sent une espèce de besoin de frontières. Vous parliez de la Grèce, Hestia et Hermès. C'est un besoin de l'individu et de la société. Donc j'avais cette question sur le rôle des États-Unis et cette question sur l'individu, la sécurité, la frontière. Cette demande d'un État régalien. Quand on regarde les statistiques, les enquêtes, j'ai encore vu dans Le Temps tout à l'heure en Suisse, ou les enquêtes de la Fondation Jean Jaurès, la majorité de la population des grands États européens sont favorables à un rétablissement provisoire des contrôles aux frontières. Et je voulais savoir quel était le lien en dehors des questions de menaces effectives, qui utilisent d'ailleurs le numérique d'une façon... On n'a pas eu le temps de parler de Daesh, parce quand même les champions du numérique. Quel lien vous faites entre l'individualisation que vous indiquez maintenant, ce besoin de frontières et les questions de sécurité et de surveillance? Merci beaucoup. Je vais commencer peut-être par le premier point sur cette forme de domination américaine qui est évidente. Il ne faut pas oublier dans les GAFA le M quand même. Microsoft, c'est un acteur important. Il faut y insister. Je crois qu'il y a deux façons d'interpréter, d'essayer de rendre compte de ce qui s'est passé. Effectivement, il y a une évolution aux États-Unis quand on fait des études sur les premières versions de ce qu'on appelait le soft power après la guerre froide, et comment ça a été transmis au fur et à mesure vers l'informatique et le numérique comme l'acteur et le volet le plus important. Il suffit de regarder même le passage continuel entre les gens de Google aux affaires étrangères, ainsi de suite. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il me semble aussi qu'il y a une version américaine interne qui est peut-être assez intéressante. Moi, j'avais étudié... pour essayer de voir un petit peu pourquoi il y a cette forte concentration qui s'est mise en place pour toute une série de raisons peut-être techniques à un certain moment, essayer de comparer surtout le rapport vis-à-vis de la culture américaine. Avant de sortir des frontières des États-Unis, le rôle joué par ces grands acteurs des GAFA, GAFMA. Alors j'ai pris le modèle américain classique, je ne sais pas si vous êtes familier, je vais le résumer très vite. Il y a une très belle expression qui en américain dit « the robber barons ». Les barons voleurs. Les barons voleurs, c'était les grands messieurs qui ont créé des monopoles énormes à la fin du 19e siècle, au début du 20e, qui ont fait des fortunes énormes. Quand vous regardez, Mellon avait déjà, je crois, 30 milliards de dollars en 1918. Vous faites le calcul, ça vous donne une idée de l'échelle de sa fortune. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces barons voleurs? Ils ont partagé l'argent avec leur famille, mais une grande partie de cet argent a été mis à côté pour créer des fondations culturelles aux États-Unis. Du coup, on les appelait les barons voleurs. Vous regardez les grandes entreprises américaines informatiques, qui sont les plus cotées sur les marchés financiers et les plus riches, vous regardez leurs fondations culturelles, elles dépensent 0, presque centime sur la culture. Ils ont des ambitions globales.
On veut modifier la santé publique en Afrique, on est tous pour. On veut modifier l'éducation en Inde, et ainsi de suite. Vous leur demandez, il y a quelqu'un qui fait un film, qui a eu 2 Oscars, et il a besoin de 5 000 $, ils vous disent non, alors qu'ils ont 20 milliards de dollars à dépenser. Il y a une inversion vis-à-vis la manière dont on a construit la valorisation vis-à-vis de la culture. Et moi, mon interprétation, pour indirectement répondre à votre question, c'est que les anciens barons avaient compris la dimension à la fois publique de cette politique culturelle qu'en valorisante. Ils ont investi dans cette culture avec une façon assez intéressante, que ça pour l'opéra, pour les bibliothèques publiques aux États-Unis, autrement. Aujourd'hui, les acteurs numériques font la culture. Et du coup, selon eux, ils n'ont pas besoin de la financer. Et je crois que ça va très très loin dans cette dimension de domination qui s'exporte à la fois au-delà des frontières américaines. C'est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement problématique. Je crois qu'il y a à la fois la dimension géopolitique, et je suis entièrement d'accord avec vous, mais aussi il y a certains biais culturels intériorisés, naturalisés dans la machine, à la fois économique, financière et intellectuelle, qui fait extrêmement difficulté. En même temps, on voit émerger, comme vous l'avez indiqué, surtout en Chine, parce qu'il y a une vraie volonté, Baidu, etc., des acteurs, pour essayer de se détacher un petit peu de cette domination. On l'a vu, ils ont essayé de créer un système d'exploitation Unix qui s'appelait Agenux, Asian, asiatique, pour essayer de se libérer. Il me semble, moi, mais j'ai une impression extrêmement peut-être simpliste de la domination, c'est pas seulement parce qu'ils produisent les interfaces et les usages, parce qu'il y a une histoire qui a associé l'invention de l'informatique avec l'anglais et l'américain à cause de la nature des puces informatiques. Et du coup, il y a un lien extrêmement profond. Tous les langages de programmation sont modelés en quelque sorte, pas seulement sur les mathématiques et les algorithmes, sur l'anglais. Parce que les premières langues, il y a quelque chose qui va... Au moment, si jamais on va avoir un russe, un chinois, un indien, quelque chose, ça peut changer, mais on n'est pas encore là. Je crois. Il y a quelque chose à la fois technique et extrêmement politique qui joue dans cette dimension. Sur le dernier point que vous avez évoqué sur le retour de l'identité, de sécurité, moi, il me semble un des aspects du numérique qui était important et intéressant à un certain moment, aujourd'hui on ne le voit plus, il a modifié la manière dont on a pensé la confiance. Et je crois que c'est très très important, à la fois la confiance sociale, sa construction, par quel biais, on l'a vu dans toute une série de cas, que ce soit dans des cas politiquement difficiles ou d'autres, et il me semble qu'il y a une contradiction fondamentale qui est souvent dépassée d'une façon assez rapide, entre confiance et sécurité. On ne peut pas être dans une relation de confiance si on joue la carte de la sécurité. Ça, c'est exclusif. Et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est pas la disparition, mais le retrait, je dirais, de cette forme de conscience qui était peut-être utopique, j'en sais rien, et on est vers ce modèle qui revient avec les frontières, les contrôles, les identités, ainsi de suite. Mais au-delà de là, je crois aussi, il y avait un certain moment où j'avais étudié, et peut-être j'étais très optimiste à l'époque, mais ça date, hein, et les changes bougent assez vite, c'est qu'il y avait une certaine notion de modèle de citoyen qui émergeait, qui était plutôt romaine que grecque, dans le sens où, si on regarde, j'ai utilisé un très beau texte d'Émile Benveniste qui s'intitule « Deux modèles de la cité », qui était rédigé en honneur à Lévi-Strauss, où il disait « Moi, je suis un philologue, je ne suis pas un politologue, je regarde les mots et je vois qu'en grec, polis, politesse, cité, citoyen. Pour moi, ce n'est pas un modèle démocratique. Il faut être né, il faut être autochtone. Si on est à l'extérieur de la ville d'Athènes, on ne peut jamais être citoyen. Si je regarde en latin, c'est l'inverse. C'est la communauté des citoyens, dans leur présence, qui fait la cité. Et on avait cru à un certain moment que ce modèle de l'Internet et du Web allait peut-être nous faire basculer vers ce modèle romain. Ça peut-être aurait pu être le cas. Aujourd'hui, on n'est plus sûr. Je crois qu'il y a quelque chose qui revient et qui revient vers des modèles beaucoup plus ancrés. Et finalement, sur la surveillance, effectivement, et là, on voit ce que vous avez évoqué dans votre première question, l'association entre les grands acteurs numériques, la localisation des données et les services de l'État américain joue le rôle le plus important. Mais en même temps, il me semble, il y a un autre élément technique qu'il ne faut pas négliger. Moi, je fais toujours la démonstration avec mes étudiants pour leur démontrer. Si vous avez jamais utilisé Twitter, c'est 140 caractères.
c'est tout ce que vous voyez. Si vous inversez, vous voyez le billet informatique des 140 caractères, vous avez 118 variables associées à 140 caractères. Pour un algorithme bien rédigé et conçu, il lui faut entre 1 et 3 secondes pour vous identifier, sans avoir votre identifiant. Pourquoi? Parce qu'il va prendre en compte, je donne l'exemple et je m'arrête, entre un tweet rédigé à cette heure-ci à Marseille, où il y avait 4 autres tweeters, retweetés par 3, et ainsi de suite. Le calcul qui est fait va tout de suite vous retrouver. Je crois qu'il y a une dimension technique de la face cachée, si j'ose dire, pour certains d'entre eux de l'informatique, qui permet aussi d'accéder à des identifications très très efficaces et extrêmement rapidement. Vous avez cité Lévi-Strauss. J'ai l'impression que vous le trouvez au fond très moderne, parce que vous vous souvenez de la première phrase de Tristes Tropiques. « Je hais les voyages et les explorateurs ». Mais je fais exprès, évidemment. Et donc, vous le remettez, au fond, pour vous, avec sa vision de l'anthropologie non urbaine, il faudrait le relire parce qu'il nous ferait comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec le retour de l'individu. C'est un peu ça votre idée? Non, pas au-delà de là, mais je crois, par exemple, Lévi-Strauss, c'est quelqu'un, par exemple, son attitude vis-à-vis de l'islam, c'est assez surprenant pour certains quand on lit dans Tristes Tropiques pour ne pas aller plus loin. En même temps, vous lisez un article de Lévi-Strauss dans le métro, je ne peux pas l'imaginer dans le métro, mais évidemment, il le fréquentait, qui est absolument remarquable sur les graffitis, qui est d'une intelligence étonnante, un des plus beaux textes qu'on peut lire sur ces questions-là. Je crois qu'il y a une certaine densité chez Lévi-Strauss. À mon avis, il faut le lire, tout ce qu'il a dit, non pas seulement toujours dans la réception du côté qui a été parfois un peu trop du structuralisme premier et très très fort. Il y a des certaines... Par exemple, moi quand j'ai travaillé sur l'humanisme, j'étais complètement surpris de trouver le mot humanisme revenir sans cesse sous sa plume, parce que je l'avais considéré, et peut-être que j'avais mal lu au début, comme l'anti-humaniste parfait de son époque. Et il y revient sans cesse, avec des définitions assez remarquables, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a quelque chose à revenir chez lui, en tout cas. Ouais. Est-ce que, avant de passer la parole, est-ce que vous pouvez dire en quelques phrases le sens de votre... au fond, votre chaire, c'est la chaire de l'humanisme numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Oui, très vite. J'ai utilisé 2 textes, un de Lévi-Strauss, un du philosophe Husserl, mais on va rester avec Lévi-Strauss, puis il est avec nous ce soir. J'ai lu beaucoup de ce qu'il a fait, effectivement, et j'étais très frappé dans ces textes. Il a toujours insisté que l'Occident a été marqué par 3 moments déterminants qu'il appelle 3 humanismes. L'humanisme de la Renaissance aristocratique, l'humanisme du XIXe siècle bourgeois et exotique, l'humanisme qui est le sien du XXe, démocratique. Alors effectivement, on a tendance à avoir une évolution politique, aristocratie, bourgeoisie et démocratie. À mon avis, ce n'est pas la bonne lecture. Ce qui veut dire, il me semble, c'est la manière dont ces formes d'humanisme ont façonné notre rapport avec le document, mais le document pris dans le sens forme du terme. Le document écrit, le document parlé, comme dans le cas de la mythologie, l'humain comme sorte de document. Et là, on trouve quelque chose d'assez intéressant, parce qu'avec le premier humanisme classique de la Renaissance, ce qu'on découvre, c'est en fait ce qui va être important pour déterminer la véracité d'un texte, non pas sa généalogie, ni la jeunesse de sa transmission, comme c'était dans le passé, mais plutôt la vérité de ce qu'il dit. Le cas exemplaire, c'est Lorenzo Valla dans la Donation de Constantin, qui, en lisant le grec, démontre que c'était un faux document, et du coup ça fait sauter, alors que l'Église a dit toujours c'est l'empereur qui l'a transmis. Au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on va trouver? Le fait que l'Occident ne pouvait plus se raconter son histoire comme il l'avait fait dans le passé. Pourquoi? Parce qu'on a découvert d'autres civilisations, l'Inde, la Chine, et du coup on était obligé de se comparer. Et avec la naissance de la comparaison comme méthode des sciences sociales, tout a changé. On n'est plus dans la même logique, ni dans le même registre. Au XXe siècle, chez Lévi-Strauss, il parle de démocratie parce que c'est la parole, c'est le mythe qui revient, ce qui a été refoulé, ce qui a été oublié par le pouvoir et l'importance de la culture du livre et de l'imprimé, et qui fait parler les structures élémentaires de la pensée. Moi, mon hypothèse, elle est très simple. C'est ce que le numérique fait. Il à la fois numérise ce qu'on a hérité des 3 premiers, que ce soit la voix, le texte
et tout le reste, et en même temps, il crée de nouveaux objets. Et du coup, c'est dans cette logique-là, dans cette structure, qu'on peut le situer. L'autre aspect qui est également intéressant, et je vais aller très très vite, c'est de prendre une autre typologie des humanismes, qui serait celle de la Grèce, avec la naissance de la raison philosophique, le siècle des Lumières, et puis après le XXe siècle. Et ce qu'on va trouver au XXe siècle, pour ne pas parler des autres, c'est une certaine confrontation et un écart qui s'est mis en place entre les sciences de la précision et de la mesure et les sciences de l'interprétation et de l'esprit. Et il me semble que ce que le numérique fait, il les combine, il les mélange. On est dans une situation hybride entre un triomphe de la mesure et du calcul et une nécessité de l'interprétation. Et c'est un peu cela ce que j'ai essayé de formuler comme humanisme numérique. Je crois qu'on va, voilà, on va maintenant ouvrir les échanges. Merci. Juste pour lancer le débat avec Milad Douayi, on parle de révolution numérique. J'aime certains bon, oui. En tout cas, d'ampleur des pratiques. Peut-être d'avoir quelques données quantitatives. On en parlait tout à l'heure sur les premiers usages des ordinateurs et comment, je veux dire, le flow Internet en 30 ans, comment cette pratique a finalement changé. Pour avoir un peu finalement la perspective, un très beau représentation du globe connecté de Mona Hatoum. Et donc il y a quelque chose qui s'est passé quand même qui est une transformation qu'on peut appeler révolution numérique ou autrement, ça c'est à vous de nous le dire. Et la deuxième chose, pour reprendre la dimension des frontières et de la géopolitique, c'est au fond, à travers ce que nous a raconté Snowden, l'importance de l'intrusion, de la capacité de contrôle, de ce qu'on appelle aujourd'hui les big data, etc. Et comment ça bouleverse notre rapport à l'intime et à l'international, et au fond, qui est une emprise majeure et qu'on n'a peut-être pas vu. Il y a une espèce d'utopie, de bienveillance, voire d'innocence par rapport à ces usages, en oubliant effectivement qu'Internet est quand même une technologie inventée par les militaires. Oui, tout d'abord, à la fois la question des usages et des pratiques. Moi, je rappelle quand j'avais écrit en 2006 la conversion numérique, sur le 4e de couverture, on a mis presque 1 milliard d'utilisateurs. Et on était sous le choc du chiffre. Aujourd'hui, Facebook seul a plus que 1,4 milliard d'utilisateurs. Et on voit effectivement le passage à une autre échelle. Je crois que c'est absolument déterminant, ce passage qui aujourd'hui, et surtout ça continue à accélérer, surtout quand on va du côté de l'Afrique, du côté de l'Inde qui n'a pas encore commencé. Il y a 1 milliard de personnes. Et en Chine, on a vu complètement sauter. Je crois là, effectivement, on va passer à 4-5 milliards avec tout ce que cela implique pour la dimension des âges. Sur le mot révolution, moi je ne l'aime pas. Je préfère d'autres mots. Moi j'ai utilisé le mot conversion. Les gens ont cru, parce que j'avais travaillé sur l'histoire des religions, j'avais insisté sur ça, c'était pas le cas. Moi, ce que je dis, parce que même épistrophie en grec, c'était un terme technique de géométrie déjà. Il faut se rappeler, mais surtout ce qu'on fait en numérique, on ne cesse de convertir de format en format, de système en système, et ainsi de suite. C'est ça ce que j'ai essayé de vous le dire, et surtout on convertit le social et tout ce qu'on est en train de faire. Je préfère ce mot, et d'autres qui parlent de transition, et ainsi de suite. Voilà. Pour la dimension Snowden et surveillance, je crois que ça c'est autre chose, à la fois avec la massification des données, et surtout, pas seulement leur massification, mais surtout une certaine forme d'homogénéisation des données par le biais de ce qu'on appelle les métadonnées. Alors par exemple, on n'a pas besoin d'avoir le contenu de vos communications, il nous suffit d'avoir les métadonnées associées à vos communications. Une métadonnée, ce sont des catégories qui disent le temps, le lieu, toute une série d'aspects techniques qui permettent de, après, reconstruire l'identité, de localiser et ainsi de suite. C'est ça ce qui est le plus précieux. Ce n'est pas le contenu lui-même, curieusement, mais plutôt les métadonnées qui sont associées, qui enchaînent. Alors évidemment, on connaît les métadonnées, c'est comme dans les bibliothèques. Auteur, éditeur, date de publication, mais on passe à autre chose. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement puissant, qui s'appelle les entités nommées. On les connaît tous. Entité nommée, c'est une adresse, c'est un nom d'auteur, un nom de rue. Si vous avez un smartphone, il y a un nom de rue, c'est toujours souligné parce que c'est déjà un lien. C'est automatiquement reconnu. Ce que les algorithmes font à travers la massification de données, reconnaissent des entités nommées qui ne sont pas seulement les noms d'auteurs et des lieux de publication, mais d'autres
aspects de métadonnées qui leur permettent d'identifier, localiser, interpréter, ainsi de suite. Je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est avéré, et Snowden nous l'a montré d'une façon assez remarquable. Aussi, ils ont une capacité d'exploitation de masse de données qu'on avait cru inimaginable. Et c'est là où, quand même, on a passé à une capacité de calcul qu'on ne s'imaginait pas du tout, qui existe déjà. Je crois que c'est assez effrayant. Quand vous regardez sur Google, il y a par toutes les 6 heures, je crois, 3 milliards de requêtes. Hein, c'est même pas exagéré. Hein. Alors vous faites le calcul. Après, entre Google, Facebook et ainsi de suite pour une journée, il faut s'imaginer un service comme la NSA aux États-Unis qui va stocker ça, qui va analyser et surtout mettre en rapport avec d'autres données. Ça nous permet, si je prends une minute, et c'est là, je crois, on est en train de basculer vers un modèle complètement différent. Dans le passé, on avait le code informatique, c'est-à-dire ce que les programmeurs, les développeurs rédigeaient, qui était extrêmement puissant. Ce qui les intéresse aujourd'hui, ce n'est plus seulement le code, c'est de construire du code qui après nous échappe entièrement. C'est la raison pour laquelle j'avais évoqué la question de l'autonomie de la dégradation. Pourquoi ? Parce que ce sont ce qu'on appelle l'apprentissage profond. C'est les machines qui vont apprendre, et au fur et à mesure qu'elles apprennent, et ça arrive, hein, c'est pas, je ne parle pas d'un scénario à venir, elles apprennent, on ne sait pas comment elles apprennent. Ça se complexifie, ça nous échappe. On l'a vu dans les marchés financiers, mais ici on passe à une échelle beaucoup plus importante. Et là, du coup, on ne sait plus comment ces résultats sont sortis. Il n'y a pas un informaticien ni un mathématicien qui peut entrer dans la machine, s'il pouvait, pour déchiffrer comment ces résultats sont sortis. Il y a une part d'énigmes, d'inconnus qui commence à venir, qui est extrêmement problématique à cause de cette massification et qui produit des scénarios de surveillance, qui va identifier tel ou tel dans tel ou tel lieu comme suspect ou potentiellement, et ainsi de suite. Ça rappelle des scénarios de science-fiction, évidemment, mais peut-être qu'on n'est pas loin, malheureusement. L'origine, c'est ARPANET militaire, mais aussi un projet libertaire. Mais c'était libertaire, hein, aussi. Et c'était un projet libertaire. C'est le Whole Earth Catalog, c'était le New Age avec les hippies de la Californie. C'est ça. Bon, oui. Je vais vite, hein, mais... Oui, il y a une utopie, c'est ça. Et il y avait les deux. Alors, qui veut se risquer à des questions, des commentaires ? Je ne sais pas si vous allez avoir le même usage de votre smartphone, votre ordinateur ce soir. Je vous sens inquiet, là. Alors. Juste une remarque. ARPANET a été développé par les chercheurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le Silicon Valley, mis à disposition du ministère de la Défense des États-Unis dans les années 80. Et oui. C'est sous l'administration de Bill Clinton qui a été rendu public par Al Gore, qui était le vice-président des États-Unis. Non, c'est un peu avant quand même l'histoire de ARPANET. Il y avait Milnet, il y avait ARPANET, c'était à UCLA, c'était pas dans la Californie du Nord, si je me rappelle très bien. Il faut, à mon avis aussi, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, ne pas oublier la côte Est, hein, parce qu'on a tendance à tout voir à la Silicon Valley. Il ne faut pas oublier quand même que MIT a joué un rôle important et continue d'y jouer, à la fois dans la construction, dans la conception de toutes ces technologies, mais on a tendance à voir tout à cause du succès et le plus visible, qui est celui de la Silicon Valley. Silicon Valley est devenu beaucoup plus visible. Il y avait une entreprise qui était au Connecticut, à la côte Est, qui avait Xerox PARC, qui existait à côté de l'université de Stanford et qui a inventé en partie une partie du réseau tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais surtout les interfaces, la souris, l'écran et ainsi de suite. C'est une histoire très complexe, c'est pas juste un seul groupe, une seule technique, c'est toute une série de choses qui seront convergées après un certain moment. Malheureusement, on n'a pas d'histoire d'Internet. C'est très difficile à faire parce qu'il y a beaucoup d'aspects et c'est quelque chose dont on a beaucoup besoin. Oui, vous avez raison, mais il se peut que ça fait que j'étais aux États-Unis où je travaillais à Stanford à cette époque-là. Et les supercomputers qui ont développé effectivement les réseaux ARPANET se trouvaient à Stanford. Oui. Oui, mais il y avait Cray qui était au Minnesota, hein, qui étaient les gros supercomputers également. Ils existaient. Moi, je suis d'accord avec vous en partie, hein, mais je crois que c'était assez dispersé quand même.
Oui, sur l'utilisation abusive du terme intelligent, je travaille moi sur les systèmes de transport intelligents. En fait, ils ne sont pas intelligents du tout, ils sont informés. Oui, c'est une grande différence, c'est-à-dire on exploite beaucoup d'informations pour des choses qui sont extrêmement bénéfiques, c'est-à-dire faire des transports massifiés, moins de poids lourds sur les routes et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'aspect positif des technologies numériques. Ce que j'aimerais vous voir développer, c'est l'impact du numérique sur la globalisation et sur les aspects financiers. C'est-à-dire que désormais, un certain nombre dans le domaine du sport en particulier, le spectateur, il devient mondial. Le Tour de France, on le regarde partout dans le monde, en particulier parce qu'il y a de belles images. Et dans le football, alors là c'est encore caricatural, et l'impact de tout ceci en termes financiers est monumental. Et on ne fait pas grand-chose pour limiter cela. Au contraire, on se plaint en France, par exemple, que les clubs de football n'aient pas les mêmes libertés que les clubs espagnols. Et la retransmission de tout ça à l'échelon mondial est quelque chose de tout à fait important. Dernière chose également, on ne fait pas grand-chose pour lutter contre les GAFA. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait aux États-Unis, en particulier, des lois antitrust. Qu'est-ce qu'on attend pour... voilà. Non, mais merci. Pour commencer avec ce que vous avez dit à la fin, je crois, vous l'avez évoqué, que l'antitrust aux États-Unis, ça peut intervenir pour casser les monopoles. On a eu beaucoup de cas très importants et très célèbres. Peut-être le plus récent, c'était AT&T, qui était l'équivalent de France Télécom. Mais je crois, si vous connaissez, il me semble que vous le connaissez très bien, cet Américain est très lent pour agir dans cette dimension-là. Et aujourd'hui, on commence à parler, il y a des rumeurs qui circulent dans le Silicon Valley, pour y revenir, que Google veut essayer de sortir. Il y a des gens qui disent qu'ils vont acheter une île quelque part pour ne pas être soumis. À mon avis, ça ne changera rien. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui commence à s'approcher du côté du antitrust, du monopole pour IAT. Pour la dimension de la circulation du sport et d'image, c'est quelque chose d'extrêmement complexe parce que c'est des questions de droit d'auteur, de gestion de la propriété intellectuelle, que beaucoup de gens étudient, moi en partie, mais je ne suis pas peut-être le plus intéressant. Mais il me semble là, on est en train de vivre à la fois une certaine globalisation de cette manière de faire, et en même temps, on est toujours sur des modèles juridiques et économiques qui étaient conçus par des extensions du droit d'auteur pour le livre et l'écrit vers la propriété intellectuelle qui a beaucoup de mal à correspondre à la réalité de l'informatique et du numérique. Il nous faut inventer un autre modèle et c'est extrêmement complexe et surtout c'est très coûteux. Je crois qu'on est dans une phase de transition extrêmement difficile vis-à-vis de cette dimension de la gestion de la propriété intellectuelle. Il est intéressant de remarquer que les deux pères de la théorie de l'information, Shannon et Wiener, ont tout de suite observé que la notion de l'information dans sa matérialité modifie radicalement la notion de propriété. Et on a mis beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on est confronté à cette nécessité. Sur le mot intelligent, je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il y a aussi des confusions, parce qu'aux États-Unis, en anglais, on parle de smart, pas de intelligent. On dit smart city, pas ville intelligente. C'est une ville futée plutôt que intelligente. Et en même temps, il faut se rappeler qu'en anglais, intelligence, c'est aussi le renseignement. On dit signal intelligence pour la NSA. C'est le service de renseignement technique. Il y a des zones très, très intéressantes quand on commence à penser sur cet aspect-là. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre exposé, très riche, c'est vrai, et très complexe aussi pour moi. Donc je reverrai avec plaisir l'enregistrement de cette conférence. Vous avez parlé à un moment donné d'automatisation et d'autonomie. J'ai cru comprendre votre propos. Par contre, concernant Terre habitée et Terre habitable, j'avoue que je n'ai pas perçu
la distinction. Terre habitée, on avait une terre habitée, il y avait des migrations et des mouvements, mais aujourd'hui, ce que je veux dire par terre habitable, c'est la représentation numérique, à la fois par les biais de la cartographie et les effets de la géolocalisation, qui modifient les espaces qui sont habitables. Et ce n'est pas juste qu'il faut être physiquement là, hein, il y a quelque chose qui a changé dans notre notion d'habiter. Si j'ose dire. Et ça s'est produit d'une façon complètement, presque insoupçonnée, parce que la cartographie avec le GPS a complètement modifié la manière dont on perçoit notre rapport avec le lieu. Par exemple, moi j'ai étudié avec mon équipe un petit peu pour essayer de voir comment peut-être interpréter quand vous regardez votre GPS et vous suivez le point bleu ou rouge, ce que vous voulez, etc. Ce qui est intéressant, vous observez comme si c'était vous, comment la machine localise sa présence. Et nous, on prend ça, c'est que nous, et on se suit dans la représentation de nous sur cette carte. C'est assez intéressant parce que ce n'est pas du tout la cartographie qu'on connaît depuis, on va dire, le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement différent. Surtout, c'est calculé par des billets très complexes et ainsi de suite. Et c'est ça ce que je veux dire. L'espace habitable n'est plus nécessairement ce qu'il était dans le passé. Une dernière question là-haut, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas dans l'ombre. Il me semble que vous n'avez pas prononcé le mot liberté. Vous avez parlé d'autonomie. J'en ai conclu qu'on n'en avait plus grand-chose et qu'on est plutôt... que maintenant, l'informatique ne s'intéresse plus à l'être humain, puisque, comme vous venez de le dire, ce n'est pas nous qui nous promenons, c'est notre GPS qui nous promène, et on est suivi, on croit qu'on est suivi, mais c'est notre GPS qui est suivi. L'invasion dans le domaine de la santé, on n'a pas l'impression que ce soit l'être humain qui est intéressant, c'est... la glycémie, la fréquence cardiaque. On mettrait des robots avec une glycémie et puis une fréquence cardiaque, ce serait à peu près la même chose. Est-ce qu'on évolue, on a l'impression qu'on évolue vers une déshumanisation qui existe depuis longtemps mais qui s'accélère? Je ne suis pas sûr, déshumanisation, liberté, je ne suis pas rentré parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que quand même en informatique, il y a un mouvement très très puissant du logiciel libre, et le mot libre, il est là pour des raisons importantes, mais on n'a pas eu le temps. Mais pour répondre à ce que vous venez de dire, dans ce que vous dites, moi j'entends les transhumanismes, tous les mouvements philosophiques et techniques qui s'appellent transhumanistes. Ce sont des mouvements qui se sont inspirés d'une formulation qui date des années 50, qui dit l'intelligence, pour reprendre le mot, malgré ses défauts, de la machine et de l'humain vont converger, mais au fur et à mesure qu'on avance, celle de la machine va nous dépasser. Du coup, il faut imaginer des modèles pour les réunir. Et là, on voit exactement le domaine de la santé, c'est peut-être le plus parlant à cause de cette dimension-là. Est-ce que c'est une déshumanisation? Je ne suis pas sûr. Parce que quand on regarde dans l'histoire des évolutions de l'individu, de l'humain, à la fois en collectivité ou non, il suffit de revisiter et relire les travaux de quelqu'un comme le roi Gourand. L'humain a toujours évolué avec son milieu technique, en le modifiant, en s'y adaptant, en adaptant l'environnement. La différence aujourd'hui, il nous semble, est-ce qu'on se trompe, j'en sais rien, que c'est la première fois peut-être, sauf peut-être avec les armes nucléaires, mais on avait les contrôles, il y a une technique qui est devenue extrêmement puissante à une échelle inédite, qui semble nous dépasser et nous échapper dans les formes de contrôle. Et d'où votre question de liberté, elle est tout à fait importante. Il nous reste à remercier Bilal pour essayer de nous donner accès, puisqu'il est beaucoup question d'accès, à cette grande conversion numérique. Le sujet était difficile, mais je crois que une
meilleure connaissance de cet environnement technique dont nous sommes d'une certaine façon tous complices, hein, puisque nous alimentons tous la machine. Hein. En venant par le train tout à l'heure, moi j'ai une habitude, c'est de regarder l'abbaye de Cluny. Et quand je la vois, j'envoie un petit message chez moi. C'est un code personnel que nous avons. Je ne dois pas être le seul à faire ça. Et comme je travaille en même temps, j'étais en train de lire les ouvrages. J'étais pas en fin de page forcément. Donc j'ai mis en effet mon GPS et j'ai mis lieu actuel Cluny à pied, puisqu'il n'y a pas le transport. Donc le TGV, c'est comme si on allait à pied. Et comme ça, je ne rate plus Cluny quand il fait beau. Donc je suis complètement... Je trouve que c'est un progrès dans l'intimité partagée. En tout cas, merci de... Vous parlez d'ailleurs dans la conversion numérique, il y a un mot qui m'a frappé au début, c'est vous parlez d'un effort. Et je crois que vous nous avez contraints à faire un effort d'écoute, cher ami. Merci.